Mercredi, c'est le jour des carnets que j'appelle carnets privés. Pourquoi? Parce que c'est juste le journal de ce qui marine comme ça dedans. Le principe, c'est qu'on se fait des petites séquences, 2 minutes, 3 minutes maximum, et puis qu'en dessous, il y a une espèce de table des matières, puis vous choisissez celles qui vous conviennent. Alors j'enregistre ça, il faut que ce soit la nuit, mais justement c'est une des choses sur lesquelles je voudrais revenir. Là, tout simplement, au cours de la semaine, je note petit truc ici, un petit truc là. Ça, on sait que ça peut déclencher un petit moment de plongée. Des fois c'est bizarre parce que tu notes des trucs, et puis après tu les vois 3 jours après, mais qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je dois raconter là? Vous savez que je les numérote. J'ai mis un départ arbitraire parce que ça avait déjà commencé bien avant que je commence à vraiment compter. Mais ça me fait un petit appui, ce séquençage, ce grignotage. Et puis de savoir, tchang, faut que je fasse gaffe aux ombres. Alors le premier, ça concernait justement cette idée de parler dans la nuit. Peut-être c'est quelque chose qui me reste de cette grande période du France Culture d'autrefois, étant vraiment évanoui bien sûr, mais vous savez, c'était la radio du temps qu'on l'écoutait sur autoroute, ces voix qui parlaient comme ça. C'était un petit peu pareil quand on était, pour moi ça s'appelait les nuits magnétiques, quand il y avait, est-ce que c'était du direct ou du faux direct, ça n'avait pas d'importance, mais on s'installait, je pense aussi au rendez-vous avec Alain Weinstein, c'est quelque chose que lui enregistrait une fois par mois, donc sur 2 jours, donc peu importe l'heure, mais on installait qu'un truc soit entendu dans le fond de la nuit. C'est un certain rapport à la durée, c'est peut-être un certain rapport avec soi-même, tout simplement. Alors l'idée de ces carnets de nuit, par exemple, c'est à quoi je rêve. Là, dans cet espace qui est mon espace de travail, c'est plus simple, on en voit qu'un petit bout, puis ma tronche au milieu, quasiment pas de montage. Il y aurait comme une espèce de boîte à dépôt. Alors peut-être que mon rêve avec Lago pourrait correspondre un petit peu à ça, c'est-à-dire à n'importe quel moment que j'ai envie. C'est pour ça que je l'ai acheté, ce petit machin, avec une pince pour le mettre n'importe où. Il faudrait presque avoir une pince qui se le branche sur votre plastron, avec un petit peu de distance, mais se dire qu'à n'importe quel moment qu'il y a une pensée qui vient, se faire ça, non pardon, c'est ce côté-là, et puis la lui dire, filmer, savoir ce qu'on a autour de soi. C'est mon rêve aussi de revenir quand j'aurai mis le bal à claquer à la vidéo 360. Là pour l'instant j'y arrive pas encore, c'est ça vous voyez que je partage, j'aurais peut-être moins de problèmes d'ombre si toi tu vas comme ça. C'est compliqué ces questions de vidéo, on n'en finit pas de régler un détail, puis régler un autre, puis régler un autre. Ça fait quand même 4 ans que j'apprends. Oh. Donc où j'en étais, d'avoir une petite boîte réceptacle qui soit là en permanence la nuit quand je suis dans ma petite tourne, et puis qui servirait à tu écoutes ce que je dis et puis je te le raconte, et puis en fin de semaine on boucle. Non, pour l'instant c'est pas ça. Pour l'instant je note, on explore, mais l'idée, vous voyez, de ces dépôts de paroles de nuit, comme j'aimerais que ça devienne une sorte de partage. Alors est-ce que ce serait aussi, ça pourrait être d'autres formes, ça pourrait être tous les soirs, installer l'appareil là, en direct, puis quoi que ce soit que je fasse, mes bricolages, ma guitare, mes machins, et ben bon, vous êtes là, et puis à un moment donné, si j'ai envie de parler direct à ceux... Mais c'est pareil, j'aime pas trop, c'est pas la même qualité technique, et puis je crois qu'il faut quand même cette notion d'intensité dans la prise de parole. On sait que la gravité de l'instant, c'est qu'il ne pourra pas se refaire. Mais cette question du dépôt de paroles de nuit, ça aurait été mon thème d'entrée. Alors j'avais un deuxième thème. Il y a quelques jours, je lisais un article sur ce qu'on appelle narcolepsie.
Alors, narcolepsie, je crois pas être affecté de cette chose-là. J'ai toujours travaillé sur le sommeil. Une grande chance de ma vie, ça a été vers mes 19-20 ans, d'avoir lu un bouquin par hasard, un bouquin américain. C'est ces trucs qu'on n'appelait pas encore développement personnel à l'époque, mais où il était simplement question de sommeil fractionné. Ces petits trucs, vous prenez 20 minutes 2 fois par jour, et puis comment du coup ça vous permet de réduire les nuits 4 ou 5 heures. C'est quelque chose qui m'a considérablement appris. D'autant plus que l'écriture, c'est toujours un truc extrêmement rapide, sur des temps extrêmement brefs, sur des durées extrêmement brèves dans la journée. Moi, j'ai jamais travaillé l'écriture en delà du matin de 5h à 8h. Et vous voyez, pour la vidéo, c'est complètement le contraire. Puis donc, il y a occupé tout le temps, tout le reste du temps. Mais bon, j'ai jamais eu de troubles du sommeil spécialement. Et puis là, depuis quelques mois, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui serait un rattrapage ou un enfoncement ou un laisser-aller dans le sommeil. C'est plutôt que ce que j'apprends de cette idée de narcolepsie, c'est comment on peut être dans ces états de conscience entre les deux états. Et c'est très bizarre parce que plus j'approche dans mon travail littéraire sur les questions du fantastique ou sur les questions, ce que je cherche à faire, d'étudier en amont, de préparer ce qui va déclencher par l'impro, bien, ces états de réflexion où il y a une part de regard sur son propre état ou activité de méditation, disons ça comme ça sans entrer dans le détail, eh ben ça peut très vite flotter vers le rêve, dans le rêve, par le rêve, mais on n'est pas non plus, enfin en tout cas quand on a l'habitude de travailler sur les bouquins du rêve, on sait bien qu'on est dans ces techniques de rêve éveillé, de semi-conscience. Et ce qui m'arrive depuis quelque temps, c'est que dans ces pratiques de concentration mentale, ça m'arrive aussi dans le jour, c'est-à-dire à n'importe quel moment dans le jour, je peux être là sur mon ordi, et hop, je suis complètement dans des choses qui participent du sommeil. Je dors pas, je suis complètement... Mais en même temps, le détachement, là, et quelquefois ça m'inquiète. Par exemple, si je suis au volant, il peut m'arriver d'être complètement ambivalent. C'est-à-dire, je sais que j'ai risque d'avoir cet état, je sais qu'il ne faut pas que je me laisse aller à cet état, mais en même temps, le simple fait de penser ou de regarder ou ce qui vient par le paysage fait que ça y est, j'ai basculé de l'autre côté. Et quelquefois le retour, bon, c'est pas, attention, hein, c'est pas des choses, je risque la vie de personne et tout ça, mais c'est des choses très très bizarres sur la possibilité de disjonction intérieure du mental et du réel, et savoir que j'en ai besoin, et savoir que ça peut passer par des choses équivalentes au sommeil, même en pleine journée, ou même dans des moments de pleine concentration, voire même dans des moments de pleine activité. Je peux glisser dans ces espaces de réflexion mentale qui participent complètement de la dérive du sommeil. Bon, j'insiste pas là-dessus, mais c'est question de comment travailler la narcolepsie et la mettre à son service. Je pense que j'aurai à y revenir parce que en ce moment, alors est-ce que c'est lié justement au fait d'avoir quitté cette activité salariée là où pendant 3 jours par semaine il y avait vraiment dépendre, enfin je veux dire laisser sa peau au vestiaire pour faire ce magnifique chose d'aller travailler avec d'autres, mais c'est quelque chose qui me trouble en ce moment. Point suivant. Alors, le point suivant, on va rester dans des histoires qui me sont uniquement personnelles. Je suis dans une ville où si vous cherchez un rendez-vous avec un ophtalmo, on va vous dire bon, dans 1 an, dans 14 mois, dans 15 mois. Problème que j'ai avec ces lunettes, ou que je croyais avoir, c'est de ça dont je veux parler. C'est qu'au bout de 3 ans, et puis on m'a expliqué, c'est des verres amincis, bon, c'est des matières en plastoc en fait, donc au bout d'un moment, ça se dissout, quoi. C'est fait pour durer 3 ans. L'obsolescence programmée, c'est pas que pour les ordis, c'est aussi pour ces machins d'optique qu'on vous vend 950 ou 1000 euros et que vous portez sur le nez parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais tant mieux, c'est un boulot formidable, polarisant, les machins. J'ai rien contre. Seulement celle-ci, elle devait avoir 3 ans en septembre,
Et puis, depuis 2-3 mois, elle se descame. C'est-à-dire que j'ai 2 grilles opaques devant les yeux. Et être à l'ordi, faire des mails, lire des trucs, c'est compliqué. Même le montage vidéo, vous voyez, on perd un espace de plaisir. Donc il était temps de réagir. Puis évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui anticipe ce genre de choses. Donc application iPhone, un truc qui s'appelle Doctolib. Et là, sur Paris, où il n'y a pas du tout le même ratio, mais enfin en tout cas, vous avez des rendez-vous ophtalmo en 8 jours. Je tombe, je prends un peu en fonction de mes lignes de métro, de mon machin. Je tombe sur un gros cabinet dans le 16e. Moyenne d'âge, les clients du lieu nettement plus vieux que moi, et puis le flux Doctolib, etc. Et je tombe sur un gars, alors évidemment, de la thune, des assistantes, des filles te mettent des appareils, pam, 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 pam. Puis là, un petit trouble sur la question du fond d'œil, donc mettre des espèces de produits pour machin, pour refaire. Bon, tant mieux, ils font leur job, ça va. Et je rentre chez le gars, et là, je commence à me dire, mais c'est pas normal, vos paupières, elles tombent, vous ouvrez pas assez les yeux. Alors je sais, moi, il y a des années, c'est pas une question de vieillissement, que n'importe quel photographe me dit, mais ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Même moi, quand je vois mes vidéos, ça me heurte. C'est une grosse question par rapport à ce truc de YouTube, ou alors passer complètement à l'espace uniquement du podcast, ou mettre des trucs devant ma tronche. Si je prends par exemple le Kafka de Bergogneau, dire Kafka de Bergogneau vous parle et vous raconte les histoires que j'ai plutôt que ma grosse vieille tronche. Le gars, je lui dis, mais écoutez, vous êtes gentil, mais ma mère avait ses paupières, ma grand-mère avait ses paupières. Et le gars, il me dit, mais remontez comme ça jusqu'aux croisades si vous voulez. Moi, je vous dis que c'est pas normal. Ça vous enlève une partie du champ visuel. Alors là, le gars, je commence par lui répondre, moi, monsieur, je vois en dedans. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, à part quand il faut que je conduise ou ces choses-là, la vue, c'est ce qu'on construit par le mental, qui reconstitue des illusions de réel, et puis qu'on confronte avec l'expérience directe du réel qui vous entre en même temps, et c'est cette confrontation qu'on appelle voir, c'est-à-dire le principe optique de mesure dans les 2 sens, qui est pas plus important que ce processus constant de refabrication mentale, et j'appelle ça voir en dedans. Là, j'ai passé 2 jours à Paris, voir des peintres, Hammershøi, Berthe Morisot, le bien que ça fait, comment ça réouvre à l'intérieur, c'est-à-dire les salles du Louvre avec de la Tour, Watteau, Greuze, Poussin, les études de main. Bon, mais moi c'est un petit peu, c'est comme lire des livres en fait, c'est comme revenir à un bouquin qui est important pour vous, refaire ces expériences, faire 2 jours que de ça, 3 jours, waouh, aucun problème. Donc ça me gêne pas, le gars il commence à m'expliquer, alors je vous enlève 2 petites tranches de paupières comme ça, et quand je les recouds, et vous portez des lunettes noires pendant 5-6 jours le temps de la cicatrisation, mais en fait comme c'est dans un pli intérieur, ça se voit pas. Et en même temps il me parlait de champ visuel, moi je lui dis, mais monsieur, le champ visuel c'est un angle, et moi je travaille constamment la périphérie rétinienne. En plus, les mecs comme moi, la vue sur la vision de la périphérie rétinienne, elle est extrêmement importante pour compenser la déficience centrale. Donc, cette question de l'élargissement du champ et l'appel en permanence à cette largeur horizontale de vue. Même là, je voyais chez l'opticien là, pour des nouvelles lunettes, il y a des espèces de lunes en haut, lunes en bas, mais j'aime pas qu'on se foute de ma tronche de Vendéen. Alors voilà. En gros, il était prêt à me faire une opération cosmétique, ça s'appelle comme ça vis-à-vis de la Sécu. C'est la plus courante des opérations cosmétiques, où on te refait du machin comme ça pour que t'écarquilles les yeux devant un monde qui, par définition, est déjà un monde écarquillé. Ou un monde qui t'écarquille d'effroi tous les intérieurs.
Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire dans mon carnet privé de ce soir. Je ne me ferai pas opérer les paupières, quitte à devenir le premier youtubeur avec des yeux peints sur les lunettes pour que vous ne voyez pas que derrière mes yeux peints ouverts sur les lunettes, j'ai les yeux fermés derrière. Puis on continuera d'être copains comme devant, non, n'est-ce pas? Si je le fais toutes les semaines, on pourra penser faire des carnets un petit peu plus courts avec juste 7, 6, 7 petits fragments, pas plus, ou des dérives. Et quelquefois, je sais vraiment pas de quoi je veux dire. Alors, vous savez que toutes les semaines... Alors, vous savez qu'à chaque fois que je lance ces carnets, il y a toujours aussi un regard sur les emails. Ce qui vous arrive qui vous plaît, ce qui vous arrive qui vous plaît pas. En général, c'est plutôt ce qui me plaît pas. Vous êtes habitué. Sinon, pourquoi vous regarderiez si c'est pas pour ce genre de gratouiller Bah non, là aujourd'hui, c'est un mail qui fait vachement plaisir. C'est une librairie qui s'appelle Graines de Livres, département 25, à Baume-les-Dames. Non, c'est dans le Jura, non? Ma géographie à l'ouest de la France est à peu près précise. Dès que ça s'éloigne, c'est plus du tout ça. Mais je crois que dans un de mes codes de carte bancaire, il y a un 25 et que je me rappelle toujours d'où Jura. Bon, enfin, douceur du Jura, la librairie Graines de Livres m'envoie « Je viens vers vous pour savoir si vous travaillez avec des librairies et sous quelles conditions. » Bon, passons sur l'expression « je viens vers vous » ou « je reviens vers vous », le poids qu'elle a pris alors que, précisément, avec les communications Internet, on est chacun dans son coin et puis on n'a pas besoin d'aller marcher à pied ou revenir dans l'autre sens, même dans les gares. Pour dire, les machins est en panne, les machins comme ça, je reviens vers vous. Pour... J'ai une expression, là, non, c'est tout du bon du foie, comme disait Rabelais. Si vous travaillez avec les librairies, donc pour les livres, tiers-livres éditeurs, qu'est-ce que je parlais de mon Common Place Book de Lovecraft et du carnet de 1933, et puis bien forcé de lui dire, ben non, je peux pas travailler avec les libraires, ça m'obligerait à un changement de paperasse, de trucs, et puis en même temps, financièrement, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que là, ça arrive à me faire un petit flux de soutien au site qui est vital, mais ce qui compte, c'est la discussion directe avec les gens. Puis en ce moment, j'ai vachement de mal à ça, c'est-à-dire là, tout à l'heure, j'étais dans une grande librairie pour des questions de livres de gamins qu'il nous fallait, de plus grosse librairie de la ville où j'habite, en fait, sur la rue principale. Bon, par curiosité, je suis allé voir. Ah, il y avait un bon, mais c'était une Adélaïde bon dans le rayon. Mais ça veut dire que même si tu as bossé 40 ans et que tu as publié autant de bouquins, ça n'existe plus, quoi. De toute façon, t'es lourdé. Donc, le circuit d'accès à la littérature et au travail de créateurs, quel qu'il soit. C'est-à-dire, moi, dans ma petite niche et mon petit écosystème, mais tous les petits écosystèmes auxquels je me greffe, et le rôle des réseaux, YouTube, Facebook, etc., est extrêmement important là-dedans. Globalement, ça passe plus par les libraires, mais surtout, ça me contraindrait à des trucs d'AGSA, ça me contraindrait à des trucs de contrat, ça me contraindrait à des questions de retour, et puis de toute façon, financièrement, là, je peux vendre ces trucs 11 balles ou 14 balles, mais quand vous achetez un bouquin à 18 balles, il y a 35% pour le libraire, en gros 35% pour la distribution, diffusion, les camions, les machins. Et ça, en général, les éditeurs en sont eux-mêmes propriétaires, ou pas, puisque quand il a dépecé le seuil, monsieur Lamartinière a commencé par virer Volumen et leur vendre à Editis avant. Enfin bon, rentre pas dans ces trucs-là. Et puis, les derniers 35%, c'est là ce qui se partage entre la FAB, la maison d'édition et l'auteur. C'est-à-dire que, en gros, vous avez 10%. Quand on vous les paye une fois par an sur les comptes arrêtés un an plus tôt, ce qui est une aberration évidemment aujourd'hui totale, alors que ces machins, j'en vends peut-être pas beaucoup, mais ils me sont payés au mois.
Bah, figurez-vous, ça fait toute la différence, hein. Et sur un bouquin que vous achetez donc 18 ou 20 balles dans Commerce Librairie, l'auteur il touche 1,20 € ou 1,40 € 2 ans après. Donc de toute façon, c'est un système qui est plus compatible avec nous, la possibilité de travailler, inventer, organiser notre temps, nous payer notre matos, etc., etc. Alors je veux pas dire que ce que je fabrique pour moi soit généralisable. Là, je pense pour ça que j'ai parlé l'autre jour de l'expérience de monstrographe là, de mes copains Martin Page, Colline Pierret, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait ça. Le Commonplace Book, c'est un truc qui part régulièrement. Pourquoi je l'ai décidé de publier moi-même parce qu'on m'avait répondu au seuil « Ah mais non, mais ça les gens ne connaissent pas, on ne peut pas le publier ». Donc bon, ça m'a fait un électrochoc. J'ai proposé aux amis de Corti, je pensais que ça pouvait entrer dans leur collection fantastique. Réflexion, ouais, mais alors il y a 4 ans de délai, etc., etc. Donc à un moment donné, ok les mecs, je me débrouille, je le fais, et quel plaisir c'est d'apprendre à faire des bouquins. Donc à un certain moment, faire qu'un truc comme ça puisse être renégocié avec collection de poche, Babel Actes Sud qui décide de faire ou Actu SF ou je sais pas. Et puis en gros en ce moment j'ai plutôt envie de les retenir, mes bouquins, de les polir, de vivre avec longtemps. Mais ce serait pas incompatible avec leur dire ok, vous l'exploitez pendant 5 ans, contrat de poche, et puis mais le contrat il n'est pas entre bon auteur et l'éditeur, il est entre Tiers Livre éditeur et notre éditeur prestataire, et lui travaillera avec des librairies et des bibliothèques, si tant est que jamais une bibliothèque s'intéresse à nos petits machins. Enfin, voilà, j'ai truc, mais qu'est-ce que j'ai été sensible au fait que pour la première fois en 3 ans, un libraire vienne me dire « Est-ce que vous travaillez avec les libraires ?» Bon, je lui ai répondu tranquillement, non, pour l'instant, tous ces machins d'Illicom, tout ça, j'ai plus envie, quoi. Mais c'est pas grave, il y a des choses que vous trouvez sur Internet. Maintenant, il y a combien et combien de choses. On peut aller acheter des appareils électroménagers en ville, même centre-ville, ou sur la rocade. Donc la grosse cavalerie, il y aura toujours une librairie. En plus, elles sont subventionnées tellement plus que nous, auteurs. Bon, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais dans l'espace de ces usages web qui sont les nôtres pour tellement et tellement de petites choses, ben, il se trouve que l'accès, je dirais non pas au livre, il s'en occupe, la chaîne du livre, mais nous là c'est bon, on est déchaînés. Mais simplement là, comme on a pris un autre biais de diffusion, cette petite économie extrêmement fragile, mais qui sert juste à la cagnotte du matos, hein, ce qui me concerne, bah ça peut pas redevenir tout de suite poreux avec l'ancien système. Point suivant, et puis là c'était encore un truc, alors ça existe depuis quelques mois dans les gares, vous avez des bornes quand vous attendez dans les salles d'attente, vous avez une machine, c'est marqué SNCF, là ce sera mieux dans le bon sens, où vous appuyez sur un bouton, 1 minute de lecture, 3 minutes de lecture, 5 minutes de lecture. Et là j'ai appuyé sur 3 minutes de lecture, donc c'est un rouleau, c'est comme les Romains, sauf que les Romains, eux, les rouleaux se lisaient à l'horizontale, se rembobinaient, et qu'ils étaient plus longs. Bon, rentrons pas, ça c'est les petits traités de Pascal Quignard. Mais du coup, c'est étrange. Alors, il y a une catégorie en haut, je suis tombé sur humour. Alors, je sais tes biscottes au brie, au-négatif, il n'y a pas d'auteur, c'est ça. En milieu d'après-midi, mon épouse s'était retranchée dans notre chambre afin de profiter de son état dépressif latent, unipolaire, non traité, et tout de suite, c'est la femme qui a le beau rôle. Je la soutenais, a priori, je respecte les libertés individuelles et le droit à la mélancolie. Dépression et mélancolie, c'est la même chose. Je n'avais donc rien tenté pour la soustraire à sa retraite cénobite. Cénobite, ouais. Peut-être un jeu de mots sur Bitaco, mais je sais pas. De temps à autre, je pouvais entendre quelques sanglots importuns, pollution sonore que la retransmission d'une finale de Roland Garros parvenait tout de même à couvrir raisonnablement.
Mon estomac, lui, organe d'une ponctualité intransigeante, se manifesta vers 20h15. Ma femme semblait toujours plongée dans un spleen au Baudelaire, incompatible avec la préparation, sinon amoureuse, au moins habile, là encore, vision de la société, de notre rôti de porc dominical. Qu'est-ce que mangent les cochons de la SNCF? Du rôti de porc le dimanche, tout un programme. Notre couple était en danger, point, surtout le mien. Je m'arrachais donc du canapé et collais l'oreille à la porte qui nous séparait, le cordon bleu déprimé et moi. Ça chialait encore, et on y va toujours. Ouais, rappelez-vous en ce moment les articles sur ces trucs de féminicide. Là, je sais pas, c'est pas féminicide que ça vous donne envie, mais ça vous donne envie d'ici, de machin. Mais vous avez vu déjà que la catégorie humour, alors, qu'est-ce qu'on se tape comme humour? Alors, vous déroulez, la fin, je ne suis pas homme à m'en faire pour une poignée d'euros. Dans la chambre, le truc, supprimer l'annonce, il n'y a plus rien à troquer, bon... Ah ouais, ça finit, voilà le trait d'humour à la fin. Vent, femme, 35 ans, parfait état de marche, très peu servi, excellente cuisinière, accessoires fournis, papier en règle, entretien minimum, jamais malade, cause voyage à l'étranger. Voilà. Dans toutes les gares de France, vous appuyez sur un bouton, on vous laisse humour, 3 minutes de littérature, et moi, c'est celui-ci sur lequel je suis tombé. Alors, on peut toujours s'amuser avec les MeToo et machin comme ça. Simplement, cette espèce de papier thermique, le prix des bornes, les prestataires, tous ces machins-là, c'est gratuit. Vous savez, cet axiome, nous, qu'on connaît bien dans le web, si c'est gratuit, c'est toi qui payes. Eh ben, c'est mon billet. Je vais avoir là dans mon sac d'ordi mes billets. Le prix du TGV, les offres et les prix de voyage selon l'offre et la demande. Donc par exemple, c'est toujours les gamins, les étudiants et scolaires qui font le truc. Et puis SNCF, la gare de Saint-Pierre-des-Corps est heureuse de vous offrir des nouvelles qui redoublent d'efforts pour donner envie de reprendre le sport. Ah, bon. Là, j'aimerais qu'on me fasse le lien. Heureuse de vous offrir des nouvelles qui redoublent d'efforts pour vous donner envie de reprendre le sport. Quel rapport avec la diffusion de l'écrit sous cette forme? Retrouvez cet auteur. Simplement, malheureusement, auteur, il n'y en a pas. Il y a Je, 7 et Biscotte Aubry et c'est signé O-négatif. Donc cet auteur, alors peut-être que c'est simplement... générateur de texte comme Jean-Pierre Balp savait si bien en faire, et plus de 80 000 autres histoires sur www.short-edition.com. Ça veut dire que sur notre fric, la SNCF a payé un prestataire short-edition.com qui a été capable de lui pondre 80 000 trucs comme ça, en tirant dans de la sous-merde achetée au poids, au kilo, ou aux invendus, aux machins pour pas avoir de droit d'auteur à payer, ou sur des peut-être justement des générateurs de texte un peu balèzes. Et dans ce cas-là, tout va bien. Mais 80 000 histoires, 80 000 fois cette pollution de l'idée de la femme avec ce machin SNCF, en gros, détournant le prix que vous mettez vous parce que vous avez besoin d'un billet de train pour aller voir un toubib à Paris et tout simplement vous rendre à un truc de boulot. Mais dans quel monde on vit? Pour qui nous prennent ces cons-là, quoi? Voilà. Vous pensez même, si vous voulez, ce serait pas si pourri ce truc, j'aurais dit tiens, je vous le délicace et je vous l'envoie en faisant cadeau. Après j'ai eu une autre idée, ils disent 80 000, chaque fois que je prends le train, j'appuie sur les boutons autant de fois jusqu'à vider la machine. Je vous encourage à le faire, sabotez ces merdes, emmenez de la super glue, foutez ça dans le bouton, appuyez sur tous les boutons, que ça sorte, et si vous en avez 30, 40, vous les jetez au moment où arrive le TGV, et quand le TGV arrive, on a toutes ces lanières qui s'envolent avec toutes les idées pourries dans la SNCF. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que c'est la dévolution? Le mot spleen pris à Baudelaire. Comment on nous insulte
dans notre amour de la langue, comment on nous insulte dans notre amour des mots, comment on nous insulte dans ce qui nous reste d'amour pour ce qu'il y a dans les livres, comment on nous insulte même dans l'harmonie qu'il y avait entre le goût du voyage et lire ou écrire. Fout le camp d'ici immédiatement, conseilla-t-elle. Femme étrangeté évanescente, méditai-je, 8 ans de docilité exemplaire remise en cause en un après-midi. SNCF, je t'emmerde lourdement. Et en temps où on essaye de réagir collectivement sur ces hontes de féminicide, ces merdes-là sont lourdement insultantes, SNCF, 80 000 fois insultantes avec notre fric. Dernier point, mais c'est justement parce que j'étais à Paris, dans ces hébergements. Ces derniers temps, je me suis dit, depuis 3 ans que je fais vraiment ces vidéos, presque 4 ans, j'ai plus du tout le réflexe matériel de faire de la photo. C'est-à-dire même le rapport temporel, la question des réglages, même la question des cadres en mouvement, la question du rapport à la narration. Cette aspiration au film, ce qu'il a construit intérieurement, pour moi c'était tellement incompatible avec la première fois, qu'en juillet 2015, tout simplement j'ai laissé mon appareil, je crois que c'était un Lumix quelque chose, pour passer un petit G12 Canon, et puis qui avait lui un petit bouton vidéo, bon vous savez... comment on appelle ça, shoot and point and shoot, pardon. T'appuies et tu t'occupes de rien, et puis tout va bien. Et puis de passer sur ce truc en disant que l'image fixe, de toute façon, elle n'est jamais de durée nulle, et puis les shoots que tu organises en vidéo, ils ont des durées qui peuvent être extrêmement brèves, et puis que tout d'un coup, ce qui les assemblait, c'était la forme de récit. Je revenais de ce voyage en Chine où j'étais resté 3 jours, où j'étais parti sans valoche, juste avec mon petit sac d'ordi, c'est une idée personnelle à Shenzhen, et revenir avec 800 photos, mais comment elles deviennent récits? C'est une question que si j'essayais de faire des photos, j'y arrivais plus du tout. Je n'arrivais pas même à regarder sur la question. Je savais même plus regarder de façon à ce que je vois l'image qui vous impose de rester fixe devant elle. Peut-être que la définition de la photo, c'est pas qu'elle ait un temps fixe par rapport à ce qu'elle représente, c'est comment elle vous immobilise dans un moment qui, lui, reste ouvert à toutes ces gammes de temps. J'ai jamais cessé de réfléchir, de lire sur la photographie comme expérience essentielle. Alors évidemment, à l'inverse, il y a les pratiques Instagram, c'est-à-dire ce que vous faites avec ce petit machin, et puis là c'est un petit capteur qui est gros à peine comme un quart d'ongle, et puis vous le propulsez sur un réseau. On peut faire des trucs bien, ça shoot à 4K, etc. On peut faire de la photo HDR, on peut faire... Mais non, c'est pas la même chose, c'est pas ni la gestuelle, ni le rapport à la construction mentale qui précède, et donc pour moi, ce petit carnet Instagram, j'ai dit carnet miroir promener le long des routes selon le truc de Stendhal. Je l'aime bien mon Instagram, mais je suis un peu aussi, pas saturé, mais un petit peu en fatigue, quoi. C'est-à-dire, si c'est juste comme ça, tu vois un beau machin, tu vois une lumière, tu vois un truc qui t'amuse, tu vois une petite scène, etc. Allez hop, Instagram, Facebook, t'arrives à la gare de Saint-Pierre-des-Corps, t'as toujours un truc à... Et ça utilise là encore cette fonction de journal. Mais il y avait quelque chose qui s'installait, qui n'était pas dans cette intensité de ce que j'aimais précédemment, autrefois dans mon journal photographique. Tout ça pour en arriver à quoi qui sera la conclusion de ces carnet de cette semaine, juste ça, ces derniers temps, pour me réapprendre à photographier, j'aime bien, évidemment, tu photographies quoi? Des lumières, rien d'autre. Donc les lumières, je les prenais sur les plantes vertes. Et ces plantes vertes, elles-mêmes derrière des fenêtres, elles-mêmes dans leur tranquillité, dans leur
façon indifférente, ou la façon dont elle joue avec la lumière, et en même temps ce qui m'échappe totalement du rapport des gens avec ce qu'ils fabriquent pour ou avec ces plantes vertes. Peut-être qu'il y a quelque chose d'affectif. On parle aux arbres, on parle aux animaux. Moi, je parle à mon ordinateur. Probablement, il y a quelque chose du même ordre, mais je ne sais pas parler aux plantes. Elles ne m'intéressent pas. Elles me font un peu peur. Elles me font. J'ai tendance toujours à dire enlève ça, enlève ça, enlève ça. J'aimerais pas des plantes vertes là, ici, autour de moi. Et donc, il y avait cette question qui revenait en disant tiens, dans ton carnet, il faudrait que tu parles de pourquoi des plantes vertes. Je sais pas où ça emmène. Et quel rapport à la photographie, ou quel rapport, ou quoi ça désigne à l'intérieur de moi. Mais je finis quand même là-dessus. Avoir noté sur mon petit script Ulysses, qui est mon carnet de notes ordinateur, là où ça coince avec le machin intérieur, pourquoi des plantes vertes? À mercredi prochain. C'est le mieux qu'on peut faire, hein.